Le dîner familial avait commencé comme tous les autres, dans cette salle à manger que Claire connaissait par cœur. Les mêmes chaises usées, la même nappe brodée au fil tiré, les mêmes conversations qui tournaient en rond comme un disque rayé. L'odeur du rôti dominical flottait encore dans l'air, mélangée à celle du parfum trop sucré d'Émilie. « Claire, tu pourrais nous servir le dessert ?» demanda sa mère d'un ton détaché, sans même lever les yeux de son verre de vin. Claire se leva sans un mot, habituée à jouer le rôle de la fille serviable, celle qu'on ne remarque que quand on a besoin d'elle. À 28 ans, elle avait perfectionné l'art de se rendre invisible lors de ses réunions familiales, souriant poliment pendant qu'Émilie monopolisait l'attention. Pourtant, depuis 3 ans maintenant, elle versait discrètement 2500 € chaque mois sur le compte de sa mère. Loyer d'Émilie, factures médicales, courses, petits extras, vacances même, tout y passait. Personne n'en parlait jamais, comme si cet argent tombait du ciel. Émilie nous racontait justement sa promotion, reprit sa mère en se tournant vers sa fille aînée avec un sourire rayonnant. Responsable marketing dans une grande entreprise internationale, c'est absolument formidable. Émilie rayonnait sous les compliments, ses boucles blondes parfaitement coiffées encadrant son sourire triomphant. Ses ongles vernis pianotaient nerveusement sur la table, un geste que Claire avait appris à reconnaître depuis l'enfance. Claire posa délicatement les assiettes de tarte aux pommes faites maison, le cœur serré par une amertume désormais familière. « Et toi, Claire, toujours dans ton petit bureau de consultante ?» La question de sa mère sonnait plus comme un constat d'échec qu'une véritable interrogation bienveillante. « Je me débrouille très bien », répondit Claire en reprenant sa place, la gorge légèrement serrée. Le père d'Émilie approuva d'un hochement de tête distrait, trop occupé à découper sa part de dessert. Il n'avait jamais été très bavard lors de ses dîners, préférant laisser sa femme mener la conversation. C'est alors que sa mère prononça les mots qui allaient tout changer. « Ta sœur est quelqu'un qui réussit et responsable, contrairement à toi. » La phrase tomba dans un silence pesant, comme une gifle invisible. Elle n'a besoin de l'aide de personne, elle. Claire sentit le sang affluer à ses joues, ses mains tremblaient imperceptiblement. 3 années entières de sacrifices personnels, de virements bancaires silencieux effectués religieusement chaque 15 du mois, de projets de voyage reportés, d'appartements plus grands abandonnés. Tout cela balayé d'une phrase cruelle et profondément injuste. « Parfait », dit-elle d'une voix étonnamment calme qui surprit même Émilie. « Mes virements mensuels de 2500 € s'arrêtent donc aujourd'hui même. » Le silence qui suivit était assourdissant. Sa mère pâlit d'un coup, sa fourchette se figea dans les airs. Émilie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, ses yeux écarquillés de panique. « Qu'est-ce que tu dis exactement ?» balbutia sa mère, la voix soudain chevrotante. « Tu m'as parfaitement bien entendu. Puisque Émilie est si remarquablement responsable et indépendante, elle pourra désormais s'occuper de ton loyer, de tes médicaments, et bien sûr de son propre appartement. » Émilie se mit à bégayer frénétiquement. « Mais Claire, tu ne peux pas faire ça. »« Ah bon ? Je croyais pourtant que tu n'avais besoin de l'aide de personne. » Claire se leva calmement, prit son sac à main et se dirigea vers la porte d'entrée. Sa mère l'appelait déjà d'une voix suppliante, mais elle ne se retourna pas. « Claire, reviens immédiatement !» La porte claqua sèchement derrière elle. Pour la première fois depuis des années, Claire respirait enfin librement dans l'air frais du soir. Mais au plus profond d'elle-même, une question lancinante l'accompagnait dans la nuit froide de février. Que venait-elle vraiment de déclencher ? Claire n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assise dans son petit appartement, une tasse de café froid entre les mains, elle regardait son téléphone vibrer sans arrêt depuis 6 heures du matin. 15 appels manqués de sa mère, 8 messages d'Émilie, et maintenant des textos de plus en plus désespérés. « Claire, rappelle-moi immédiatement. Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas faire ça. » Elle but une gorgée de café amer et éteignit son téléphone. Pour la première fois depuis des années, elle allait garder son salaire entier ce mois-ci. 2500 € qui resteraient sur son compte. L'idée la terrifiait autant qu'elle l'exaltait. La sonnette retentit vers 9 heures. Claire regarda par le Judas et soupira. Sa mère se tenait devant la porte, les cheveux défaits, encore en pyjama sous son manteau. Son visage portait les traces d'une nuit blanche. Ses yeux étaient rougis par les larmes et l'angoisse. « Claire, ouvre-moi !
Je sais que tu es là. Elle finit par céder et tourna la clé dans la serrure. Sa mère se précipita à l'intérieur, le visage rouge d'émotion, tremblante de colère et de désespoir mêlés. Comment peux-tu nous faire ça? Hier soir, j'ai à peine dit que ta fille aînée était responsable contrairement à moi, que j'étais un échec. Sa mère tenta de minimiser ses propos, prétendant qu'elle n'avait jamais voulu dire cela, qu'elle exagérait tout comme d'habitude. Claire la regarda fixement, reconnaissant cette tactique familière de manipulation. Déformer la réalité, renverser la culpabilité sur la victime. Très bien. Puisque tu n'as jamais dit ça, alors mes virements peuvent s'arrêter sans problème. Le visage de sa mère se décomposa instantanément quand elle réalisa que son déni venait de se retourner contre elle. Elle commença alors à énumérer frénétiquement toutes les dépenses, le loyer, les médicaments pour le cœur, les factures d'électricité. Sa voix tremblait maintenant, révélant la panique qui l'habitait. Le loyer de qui? Claire sentit sa colère exploser. Tu viens de dire le loyer de mon appartement. Cette simple phrase révélait l'ampleur de la supercherie. Depuis combien de temps finançait-elle la vie d'Émilie sans que personne ne le reconnaisse? Sa mère pâlit, réalisant sa bourde fatale. Depuis combien de temps Émilie ne paie-t-elle plus son propre loyer? Sa mère tenta d'expliquer qu'Émilie traversait une période difficile, mais Claire était désormais implacable. 3 ans. 3 années entières de sacrifices silencieux. Et quand elle-même avait perdu son contrat l'année dernière, qui l'avait aidée? Personne. Elle avait puisé dans ses propres économies pour continuer à alimenter ce système pervers. Sa mère s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains, et lâcha enfin la vérité qui acheva de briser Claire. Émilie avait contracté des dettes énormes en comptant sur les virements futurs de sa sœur. Combien? 15 000 €. Pour sa voiture, ses vacances et ses cartes de crédit. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. 15 000 € empruntés sur la base de ses futurs sacrifices, comme si elle était un distributeur automatique, une ressource inépuisable qu'on pouvait exploiter sans limite. L'histoire du travail d'Émilie s'avéra également être un tissu de mensonges. Pas de CDI, pas de sécurité, juste des petits contrats précaires et des missions d'intérim. Mais elle ne voulait surtout pas que sa famille le découvre, préférant maintenir l'illusion de sa réussite professionnelle. Que je le sache, moi qui finance cette comédie depuis 3 ans, son téléphone vibra avec un message d'Émilie. Maman m'a tout raconté. Claire, s'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je vais me retrouver à la rue. Claire montra l'écran à sa mère avec un sourire sans joie. Voilà ton autre fille responsable et indépendante. Sa mère se leva péniblement, vieillie de 10 ans en une matinée. Elle tenta un dernier chantage émotionnel sur la sacralité de la famille, mais Claire répondit d'une voix glaciale qu'elle se demandait pourquoi elle s'était sentie si seule pendant toutes ces années, si la famille était vraiment sacrée. Tu le regretteras, Claire. La famille, c'est sacré. Vraiment? Alors pourquoi je me suis sentie si seule pendant toutes ces années? La porte se referma dans un claquement définitif. Claire s'appuya contre le mur, épuisée, mais étrangement libérée. Son téléphone vibrait encore, mais cette fois, elle le laissa sonner dans le vide. Pour la première fois de sa vie adulte, elle n'avait de compte à rendre à personne. Cette perspective la terrifiait et l'enchantait à la fois. Mais une question restait en suspens. Était-elle vraiment prête à vivre avec les conséquences de sa décision? 3 jours avaient passé depuis la confrontation avec sa mère. 3 jours de silence radio complet. Claire avait fini par débrancher son téléphone fixe et mis son portable en mode silencieux. Les premiers moments de paix absolue qu'elle connaissait depuis des années. Elle se réveilla ce samedi matin sans l'angoisse habituelle du 15 du mois, cette date maudite où elle effectuait religieusement ses virements. Pour la première fois depuis 3 ans, son compte bancaire affichait un solde qui lui appartenait entièrement. 2 800 €, son vrai salaire, celui qu'elle méritait après des années de dur labeur. Claire prépara son café en savourant cette liberté nouvelle. Enfin libérée, murmura-t-elle à haute voix dans sa cuisine silencieuse. Fini les calculs incessants pour savoir si elle pourrait s'offrir un week-end à la campagne ou des vacances décentes. Fini les pulls raccommodés pour économiser quelques euros destinés à sa famille ingrate. Elle pouvait enfin respirer. Pourtant, cette solitude soudaine pesait plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Les soirées s'étiraient interminablement dans son petit 2 pièces.
elle réalisait à quel point elle avait sacrifié sa vie sociale sur l'autel de ses obligations familiales. « Combien d'années j'ai perdu ?» se demandait-elle amèrement en regardant son agenda vide. Combien d'invitations avait-elle déclinées? Combien d'opportunités de rencontres avait-elle ratées? En rangeant ses papiers administratifs, elle tomba sur une pile de cartes de visite récoltées lors de conférences professionnelles. Alexandre Dubois, directeur commercial, figurait sur l'une d'elles. Elle se souvenait de lui, de ses yeux verts bienveillants, de son sourire sincère, quand il l'avait invitée plusieurs fois à déjeuner. « Claire, ça te dirait qu'on déjeune ensemble la semaine prochaine ?» lui avait-il proposé après une réunion particulièrement longue. « C'est gentil, Alexandre, mais j'ai un emploi du temps vraiment chargé en ce moment, » avait-elle répondu poliment. La vérité était plus cruelle. Elle n'avait ni le temps ni l'argent pour ce genre de fantaisie. Alexandre avait insisté gentiment, sans jamais paraître offensé par ses refus répétés. Il y avait quelque chose de rassurant chez cet homme de 35 ans, une maturité qui tranchait avec les autres collègues toujours pressés et superficiels. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro qu'elle reconnut immédiatement. « Alexandre. Salut Claire. J'ai appris par Michel que tu avais quitté ton poste. J'espère que tout va bien pour toi. Si tu as envie de parler autour d'un café, je suis disponible ce week-end. Sans pression, bien sûr. Alexandre. » Claire fixa l'écran pendant de longues minutes. « Qu'est-ce qui me retient maintenant ?» pensa-t-elle. Comment avait-il eu son numéro personnel? Probablement par leur collègue commun Michel. Mais surtout, pourquoi pensait-il à elle maintenant? Elle avait démissionné de cette mission de consulting il y a 2 semaines, officiellement pour se consacrer à des projets personnels. En réalité, elle avait eu besoin de temps pour réfléchir à sa vie, pour faire le point sur ses priorités. La perspective de revoir Alexandre éveillait en elle des émotions contradictoires. D'un côté, l'envie intense de partager avec quelqu'un cette libération qu'elle vivait. De l'autre, une peur viscérale de s'ouvrir, de révéler la véritable raison de son isolement des dernières années. « Qu'est-ce que j'ai à perdre maintenant ?» se dit-elle en relisant le message. Sans pression. Ces mots résonnaient étrangement en elle. Depuis combien d'années n'avait-elle pas vécu une relation sans pression, justement? Sans attente financière, sans chantage émotionnel, sans culpabilisation permanente. Claire posa son téléphone et regarda par la fenêtre. Les arbres de son quartier commençaient à bourgeonner, annonçant le printemps. Une métaphore presque trop évidente de sa propre renaissance. « Allez Claire, un peu de courage », se motiva-t-elle à haute voix. Elle venait de couper les liens toxiques qui l'empêchèrent de grandir. N'était-il pas temps d'explorer d'autres possibilités? Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. Que répondre? Comment expliquer ces années de refus sans révéler l'humiliante vérité sur sa situation familiale? Elle inspira profondément et commença à taper. « Salut Alexandre, merci pour ton message. Un café me ferait effectivement du bien. Es-tu libre demain après-midi? Claire. » Elle envoya le message avant de pouvoir changer d'avis. Son cœur battait plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. « Voilà, c'est fait, » murmura-t-elle en posant le téléphone. Pour la première fois depuis des années, elle venait d'accepter une invitation qui n'avait rien à voir avec ses obligations professionnelles ou familiales. Une invitation qui pourrait changer sa vie, pour le meilleur ou pour le pire. Mais après ce qu'elle venait de traverser, Claire était prête à prendre ce risque. Elle méritait peut-être enfin un peu de bonheur? Le dimanche après-midi, Claire se tenait devant la glace de sa chambre, changeant de tenue pour la 3e fois. Un simple café avec Alexandre. Mais elle n'arrivait pas à calmer sa nervosité. Elle avait finalement opté pour un pull cachemire bleu marine et un jean bien coupé. Élégante sans en faire trop. Le café Le Procope était bondé quand elle arriva. Alexandre l'attendait déjà, installé près de la fenêtre, feuilletant distraitement un journal. Il leva les yeux et lui sourit chaleureusement en se levant pour l'embrasser. Elle s'excusa pour son léger retard, tandis qu'il commandait 2 cappuccinos. Claire observait Alexandre discrètement. Ses cheveux châtains légèrement décoiffés, sa chemise blanche impeccable sous un pull gris anthracite. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa prestance naturelle, sans arrogance. Une maturité qui lui avait toujours plu chez cet homme. Alexandre s'enquit naturellement de sa reconversion professionnelle. Michel lui avait expliqué qu'elle voulait prendre du recul. Claire sentit son estomac se nouer. Comment expliquer sans mentir? Elle expliqua qu'elle avait besoin de faire le point sur ses priorités,
qu'on se perdait parfois en route. Alexandre hocha la tête avec compréhension, puis lâcha une phrase qui la bouleversa. Il avait toujours admiré sa discrétion professionnelle, mais avait l'impression qu'elle portait un poids invisible. Claire faillit renverser sa tasse. Comment avait-il pu percevoir ce qu'elle cachait si soigneusement? Il évoqua son regard parfois, cette tristesse furtive quand elle pensait que personne ne regardait. Et puis ses refus systématiques à leurs invitations. On aurait dit qu'elle se punissait de quelque chose. Ces mots touchèrent Claire en plein cœur. Cet homme qu'elle connaissait à peine avait vu juste, là où sa propre famille l'ignorait depuis des années. Alexandre précisa que c'était son métier d'analyser les gens, mais qu'avec elle, c'était différent. Il avait envie de comprendre, de l'aider peut-être. Claire sentit ses défenses s'effriter peu à peu. Il y avait une sincérité dans la voix d'Alexandre qui la désarmait complètement. Elle commença à évoquer sa famille, puis s'arrêta, hésitante. Alexandre la rassura, lui expliquant qu'elle n'était pas obligée de tout raconter aujourd'hui. Mais Claire en ressentait le besoin viscéral. Pendant 3 ans, j'ai versé 2500 € par mois à ma famille. Ma mère, ma sœur, elles en dépendaient entièrement. Alexandre ne montra aucun jugement, attendant qu'elle continue avec une patience bienveillante qui la touchait profondément. Il y a une semaine, ma mère m'a dit devant tout le monde que ma sœur était responsable et qu'elle n'avait besoin de l'aide de personne, contrairement à moi. Alexandre comprit immédiatement qu'elle avait arrêté les virements. Claire confirma d'un hochement de tête, puis révéla l'ampleur des découvertes qui avaient suivi. Émilie avait contracté 15 000 € de dette en comptant sur son argent. Sa sœur, prétendument si responsable, enchaînait en réalité les petits boulots précaires et vivait entièrement au crochet de Claire depuis des années. Alexandre écoutait sans l'interrompre, son visage exprimant une compassion sincère mêlée d'indignation contenue. Cette famille avait exploité la générosité de Claire, puis l'avait humiliée publiquement. Comment pouvait-on traiter ainsi quelqu'un d'aussi dévoué? « Tu as eu raison d'arrêter », déclara-t-il finalement. « Tu n'es pas responsable de leur choix. » Ces mots simples résonnèrent en Claire comme une libération. Quelqu'un comprenait enfin sa décision sans la culpabiliser. Pendant ce temps, sa famille sombrait dans le chaos. Les factures s'accumulaient, Émilie avait perdu son logement et était retournée chez leur mère. Claire ressentait des tiraillements, mais les paroles d'Alexandre l'encourageaient à tenir bon. Leur conversation se prolongea bien au-delà de l'heure prévue. Claire découvrait le plaisir simple d'être écoutée, comprise, respectée pour qui elle était vraiment. Alexandre ne cherchait rien d'autre que sa compagnie. Cette évidence la bouleversait. En la raccompagnant à sa voiture, Alexandre proposa de se revoir bientôt, sans aucune pression. Claire accepta avec un sourire qu'elle ne s'était pas autorisée depuis des années. Mais en rentrant chez elle, elle trouva sa mère qui l'attendait devant sa porte, le visage défait par l'angoisse et la colère. L'affrontement qu'elle espérait éviter allait avoir lieu. Sa mère était adossée contre la porte de l'immeuble, les traits tirés par l'angoisse et la fatigue. Elle avait vieilli de 10 ans en une semaine. Ses cheveux gris, habituellement impeccables, pendaient en mèches désordonnées, et ses yeux rougis trahissaient des nuits sans sommeil. Claire descendit lentement de sa voiture, le cœur serré malgré sa détermination. Voir sa mère dans cet état réveillait malgré elle des réflexes de culpabilité profondément ancrés. Sa mère se redressa en la voyant approcher, retrouvant instantanément son ton accusateur habituel. Elle reprocha amèrement à Claire son égoïsme, évoquant ses problèmes de santé qui s'aggravaient à cause du stress. Son cœur la faisait souffrir. Elle avait des vertiges constants, et tout cela à cause de l'attitude irresponsable de sa fille. Claire écouta ce flot de reproches en serrant les poings. Les mêmes techniques de manipulation qu'elle subissait depuis l'adolescence. Sa mère maîtrisait parfaitement l'art du chantage émotionnel, alternant entre victimisation et culpabilisation. « Tu veux que je meure d'une crise cardiaque ?» lança finalement sa mère d'une voix tremblante. « C'est ça que tu cherches ?» Claire sentit sa résolution vaciller. Ces mots la touchaient malgré elle, réveillant l'enfant obéissante qu'elle avait été. Mais l'image d'Alexandre, ses paroles bienveillantes de l'après-midi, vinrent renforcer sa détermination. « Maman, arrête ce chantage. Tes problèmes de santé ne justifient pas 3 années de mensonges. » Sa mère changea alors de tactique, évoquant les dettes d'Émilie qui devenaient catastrophiques.
Sa sœur avait reçu des lettres de mise en demeure. Des huissiers allaient bientôt se présenter. Elle risquait la saisie de ses biens, l'interdiction bancaire, la ruine sociale complète. Claire apprit avec amertume qu'Émilie avait contracté d'autres emprunts récemment, toujours en comptant sur l'aide financière future de sa sœur. Comme si ces virements étaient un droit acquis, une rente garantie à vie. L'inconscience de sa famille la stupéfiait. « Combien cette fois ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. Sa mère évita son regard, marmonnant des chiffres qui firent froid dans le dos à Claire. 8 000 € supplémentaires empruntés le mois dernier pour éponger les cartes de crédit. Plus les intérêts des précédents emprunts qui s'accumulaient. Au total, Émilie devait maintenant plus de 25 000 €. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. 25 000 €. Une somme astronomique qu'elle n'avait jamais possédée, même en économisant pendant des années. Sa sœur avait hypothéqué l'avenir financier de Claire, sans même la consulter. « Elle compte sur toi pour l'aider », reprit sa mère d'un ton suppliant. « Tu ne peux pas l'abandonner maintenant. C'est ta sœur. » La colère monta en Claire comme une vague déferlante. Sa sœur comptait sur elle. Cette même sœur qui se faisait passer pour une femme indépendante et responsable. Cette hypocrite qui acceptait depuis 3 ans ses sacrifices sans jamais la remercier. Son téléphone vibra. Message d'Émilie. « Claire, je t'en supplie, réponds-moi. Je suis désespérée. Je ne veux pas finir dans la rue. Tu es ma seule famille sur qui compter. » Claire montra l'écran à sa mère avec un sourire amer. Maintenant, elle était sa seule famille. Quand il s'agissait de recevoir de l'argent, Claire redevenait soudainement importante. Mais pour les compliments et la reconnaissance, sa sœur n'avait mystérieusement besoin de personne. Sa mère tenta un dernier argument désespéré. Si Claire ne reprenait pas ses virements, elle-même se retrouverait dans l'incapacité de payer ses propres factures. Elle devrait vendre son appartement, retourner vivre en banlieue dans un logement social, abandonner sa dignité de femme de 60 ans. « Ma dignité ?» répéta Claire avec incrédulité. « Et la mienne, elle compte ?» Les 2 femmes se faisaient face dans la rue déserte, chacune campée sur ses positions. D'un côté, une mère désespérée prête à tout pour maintenir le système qui arrangeait sa famille. De l'autre, une fille épuisée qui découvrait enfin sa propre valeur. Claire prit une inspiration profonde. Les paroles d'Alexandre résonnaient encore en elle. « Tu n'es pas responsable de leur choix. » Elle avait le droit de vivre sa propre vie, de construire son bonheur sans porter indéfiniment le fardeau des erreurs familiales. « Non, maman, » dit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Cette fois, c'est terminé. Vous devez apprendre à vous débrouiller sans moi. » Elle monta chez elle, sans se retourner, laissant sa mère dans la rue nocturne. Derrière sa porte, elle s'effondra en pleurs, partagée entre soulagement et culpabilité. Mais pour la première fois, elle ne céderait pas. 3 semaines s'écoulèrent dans un silence pesant. Claire n'avait plus de nouvelles directes de sa famille, mais Alexandre était devenu une présence rassurante dans sa nouvelle vie. Leurs cafés dominicaux étaient devenus un rituel précieux, un moment de paix dans la tempête émotionnelle qu'elle traversait. Ce dimanche-là, Alexandre l'attendait avec un sourire particulier. Il lui proposa une promenade le long de la Seine, loin de l'agitation parisienne. Claire accepta, heureuse de s'éloigner de son quartier, où chaque coin de rue lui rappelait sa famille. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, savourant la douceur de ce début de printemps. Les arbres bourgeonnaient, les premiers touristes flânaient sur les quais, et Claire se sentait renaître peu à peu. Alexandre respectait ces moments de réflexion sans jamais la presser de parler. « Tu sais, » dit-il finalement en s'arrêtant près d'un banc, « ces dernières semaines avec toi m'ont fait réaliser quelque chose d'important. » Claire le regarda, intriguée par le sérieux inhabituel de son ton. Alexandre avait toujours su garder une légèreté apaisante dans leur conversation, même quand elle évoquait ses difficultés familiales. Il lui expliqua qu'il admirait sa force, sa capacité à tenir tête à sa famille, malgré la culpabilisation constante. Il voyait en elle une femme exceptionnelle qui avait simplement oublié sa propre valeur à force de se sacrifier pour les autres. Cette reconnaissance la bouleversa profondément. Alexandre évoqua aussi sa propre solitude. À 35 ans, il avait consacré sa vie professionnelle au détriment de sa vie sentimentale. Les relations superficielles l'avaient lassé. Il cherchait quelque chose d'authentique. Avec Claire,
Il avait trouvé cette sincérité qui lui manquait. « J'aimerais qu'on se donne une vraie chance », ajouta-t-il en prenant délicatement sa main. Claire sentit son cœur s'emballer. Depuis combien d'années n'avait-elle pas ressenti cette émotion pure, cette possibilité d'être aimée pour qui elle était vraiment, sans attente financière, sans manipulation émotionnelle, sans chantage d'aucune sorte? Ils passèrent le reste de l'après-midi ensemble, découvrant une complicité naturelle qui les surprenait tous les deux. Alexandre racontait ses voyages d'affaires avec humour. Claire partageait ses rêves professionnels longtemps mis de côté. Pour la première fois depuis des années, elle se projetait dans l'avenir avec optimisme. Quand Alexandre la raccompagna chez elle ce soir-là, il l'embrassa tendrement devant sa porte. Un baiser doux et respectueux qui scella leur nouvelle relation naissante. Claire se sentait légère, presque euphorique. Mais cette euphorie fut de courte durée. En montant chez elle, elle découvrit sur son téléphone une série de messages affolés d'Émilie. Sa sœur avait joint des photos à ses textos, des images chocs destinées à culpabiliser Claire au maximum. Les photos montraient Émilie dans un état lamentable, assise sur un banc public avec ses valises. Ses cheveux blonds autrefois parfaits étaient sales et emmêlés, ses vêtements froissés, son maquillage avait coulé. Elle tenait une pancarte artisanale. « Ma sœur m'a abandonnée. Tu vois ce que tu m'as fait ?» disait le message d'accompagnement. « Je dors dehors depuis 3 jours. Maman ne peut plus m'héberger. Elle va perdre son appartement aussi. Tu es contente maintenant ?» Claire fixait ces images avec un mélange d'horreur et de colère. Sa sœur mettait en scène sa propre déchéance pour la manipuler. Cette utilisation de la misère comme arme de chantage la révoltait profondément. D'autres messages suivaient, de plus en plus désespérés. Émilie évoquait le froid des nuits de mars, la faim, la peur des agressions. Elle prétendait avoir été refusée dans tous les foyers d'hébergement, être devenue une paria sociale à cause de l'égoïsme de Claire. Son téléphone vibrait maintenant sans interruption. Des messages de sa mère alternaient avec ceux d'Émilie, créant un harcèlement constant. Même des cousines éloignées s'y mettaient, la suppliant d'avoir pitié de sa sœur enceinte de 3 mois. Claire s'effondra sur son canapé, submergée par cette avalanche de culpabilisation. Émilie était enceinte? Depuis quand? Et de qui? Encore un mensonge pour l'attendrir? La soirée magique qu'elle venait de vivre avec Alexandre lui semblait soudain appartenir à une autre vie. Son bonheur naissant devrait-il toujours être sacrifié sur l'autel des manipulations familiales? Claire ne dormit pas de la nuit. Les images d'Émilie sur ce banc public la hantaient, malgré sa colère. Était-ce vraiment un mensonge? Sa sœur était-elle capable de se mettre en danger pour la manipuler? L'incertitude la rongeait plus que tout. Le lundi matin, elle reçut un appel affolé d'une voisine de sa mère. Une ambulance était venue chercher cette dernière dans la nuit. Crise d'angoisse sévère, tension artérielle dangereusement élevée, hospitalisation d'urgence aux urgences cardiaques. Claire se précipita à l'hôpital, le cœur battant. Elle trouva sa mère branchée à un moniteur cardiaque, le visage livide et les traits creusés par l'épuisement. Pour la première fois depuis des semaines, Claire ressentit une véritable inquiétude pour cette femme qui l'avait tant fait souffrir. L'infirmière lui expliqua que sa mère avait fait un malaise vagal suite à un stress intense. Rien de mortel, mais son état nécessitait surveillance. Elle délirait parfois, parlant d'argent, de dettes, de famille brisée. Le médecin évoquait une dépression nerveuse, déclenchée par des soucis financiers. En fouillant dans les affaires personnelles de sa mère pour retrouver sa carte vitale, Claire découvrit un reçu de vente qui la glaça. Sa mère avait vendu en secret les bijoux de sa grand-mère, l'unique héritage familial qui restait. Ces bagues et colliers anciens qui représentaient des générations de souvenirs familiaux avaient été bradés chez un prêteur sur gage. La somme récoltée était dérisoire, 800 € pour des bijoux qui en valaient au moins 5000. Sa mère avait sacrifié l'histoire familiale pour quelques billets, tentant désespérément de maintenir à flot ce système financier qui s'effondrait. Claire contempla ce reçu froissé avec un mélange de tristesse et de rage. Ces bijoux devaient lui revenir un jour. Ils constituaient son seul lien tangible avec ses ancêtres. Sa mère avait vendu son héritage sans même la consulter, comme elle avait vendu sa dignité depuis des années. Alexandre arriva dans l'après-midi, alerté par un message lacunique de Claire. Il la trouva effondrée dans la salle d'attente, oscillant entre culpabilité et révolte. Il s'assit près d'elle sans dire un mot, lui offrant simplement le réconfort de sa présence.
Claire lui raconta les derniers développements. L'hospitalisation de sa mère, les bijoux vendus, les photos manipulatrices d'Émilie, cette prétendue grossesse qui pouvait être vraie comme fausse. Tout s'effondrait autour d'elle, et elle se sentait responsable de ce chaos. Alexandre l'écouta avec sa patience habituelle, puis lui proposa quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il était prêt à l'aider financièrement, de façon temporaire, pour sortir sa famille de cette spirale destructrice. Pas par obligation, mais par amour pour elle. Cette proposition bouleversa Claire plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Alexandre était prêt à sacrifier ses propres économies pour sauver sa famille dysfonctionnelle. Mais accepter reviendrait à reproduire exactement le même schéma destructeur, simplement avec un autre pourvoyeur de fonds. « Non, Alexandre, » dit-elle fermement malgré ses larmes. « Si j'accepte ton aide maintenant, je ne vaudrais pas mieux qu'elle. » Elle expliqua sa décision avec une détermination qui surprit Alexandre. Elle aiderait sa famille, mais différemment. En accompagnant Émilie dans la recherche d'un vrai travail stable, en exigeant un suivi psychologique pour sa mère, en posant des conditions fermes à toute aide future. Alexandre admira cette force de caractère qui l'avait toujours séduit chez Claire. Même dans la tourmente, elle refusait la facilité et cherchait des solutions durables. Il promit de la soutenir dans cette démarche difficile, mais nécessaire. Le soir même, Claire rendit visite à sa mère stabilisée, mais encore fragile. Elle lui présenta ses conditions non négociables. Suivi médical pour sa dépression, transparence totale sur les finances familiales, arrêt immédiat du chantage émotionnel. En échange, elle l'aiderait à trouver des solutions pérennes. Sa mère refusa catégoriquement ces conditions, réclamant un retour au système antérieur. Elle voulait ses virements mensuels sans contrepartie, comme avant. Claire maintint fermement ses nouvelles limites malgré les larmes et les reproches. En quittant l'hôpital ce soir-là, Claire se sentait à la fois épuisée et libérée. Elle avait choisi la voie la plus difficile, mais aussi la plus digne. Même si sa famille ne comprenait pas encore, elle construisait enfin des relations saines basées sur le respect mutuel. La route serait longue, mais avec Alexandre à ses côtés, elle se sentait capable d'affronter cette reconstruction familiale. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit dramatique à l'hôpital. L'automne dorait Paris de ses couleurs chaudes, et la vie de Claire avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Sa relation avec Alexandre s'épanouissait dans une sérénité qu'elle découvrait chaque jour avec émerveillement. Ils avaient emménagé ensemble dans un appartement lumineux du 15e arrondissement. Rien de luxueux, mais un espace qui leur appartenait vraiment, sans ombre du passé. Claire savourait ces matins paisibles, où elle préparait le café pendant qu'Alexandre lisait les nouvelles, ces rituels simples d'un bonheur construit sur des bases saines. La transformation de sa famille avait été plus lente et douloureuse qu'espérée, mais des signes encourageants apparaissaient enfin. Émilie, contrainte par les circonstances à affronter ses responsabilités, avait trouvé un emploi stable dans une petite entreprise de communication. Rien de prestigieux comme ses mensonges passés, mais un vrai travail avec un vrai salaire. Sa sœur suivait également une thérapie individuelle depuis 4 mois. Les premières séances avaient été houleuses, Émilie résistant farouchement à toute remise en question. Mais progressivement, elle commençait à comprendre les mécanismes toxiques qui avaient gouverné sa vie. Cette prise de conscience restait fragile, mais elle existait. Claire avait maintenu fermement ses conditions d'aide. Pas de retour aux virements automatiques, mais un accompagnement structuré et temporaire. Elle avait aidé Émilie à négocier un étalement de ses dettes, à établir un budget réaliste, à retrouver une dignité professionnelle. Un travail de longue haleine qui portait ses fruits lentement. La relation avec sa mère demeurait plus compliquée. Les premiers mois avaient été marqués par une hostilité sourde, des reproches constants, des tentatives désespérées de culpabilisation. Sa mère refusait d'admettre sa part de responsabilité dans cette crise familiale, préférant se poser en victime incomprise. Pourtant, la solitude et les difficultés financières avaient fini par entamer ses certitudes. Privée de ses pourvoyeurs habituels, elle avait dû apprendre à gérer son budget, à réduire son train de vie, à accepter l'aide sociale. Une humiliation qu'elle avait longtemps refusée par orgueil. C'est lors d'une visite médicale de routine que le déclic s'était produit. Le cardiologue avait parlé clairement. Sans réduction du stress et modification de son mode de vie, elle risquait un accident cardiaque grave. Cette perspective de mortalité avait brisé ses dernières résistances.
La conversation décisive avait eu lieu un dimanche après-midi dans le petit salon de sa mère. Une discussion longue et douloureuse où les vérités avaient enfin émergé. Sa mère avait reconnu, pour la première fois, l'impact destructeur de ses paroles lors de ce fameux dîner familial. Elle avait également évoqué les bijoux vendus, cet acte désespéré qui symbolisait l'effondrement de leur système familial dysfonctionnel. Ces bijoux représentaient de plus que leur valeur marchande. Ils incarnaient la transmission entre générations que sa mère avait brisée par inconscience. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal », avait-elle murmuré avec des larmes sincères. « Je pensais que tu étais assez forte pour tout supporter. » Cette phrase résumait des années de malentendus. Sa force apparente avait servi de justification à tous les abus. On exploitait Claire précisément parce qu'elle ne se plaignait jamais, parce qu'elle encaissait sans broncher. Alexandre assistait parfois à ces séances de reconstruction familiale. Sa présence rassurante permettait à Claire de maintenir ses limites sans céder à la manipulation. Il ne jugeait pas, ne conseillait pas, mais offrait simplement un soutien inconditionnel. Les relations familiales évoluaient vers plus d'authenticité, même si la route restait semée d'embûches. Les déjeuners dominicaux avaient repris, mais dans une ambiance différente. Plus de non-dits, plus de chantage, mais des échanges francs même quand ils étaient difficiles. Émilie remerciait maintenant Claire pour cette leçon de vie difficile, mais nécessaire. Elle reconnaissait avoir vécu dans un déni total, profitant égoïstement de la générosité de sa sœur sans jamais mesurer le poids de ses sacrifices. « Tu m'as sauvée de moi-même », lui avait-elle avoué récemment. Dans cette crise, j'aurais continué à fuir mes responsabilités toute ma vie. Ces mots avaient profondément touché Claire. Sa décision douloureuse portait enfin ses fruits. Sa famille apprenait lentement à fonctionner de manière équilibrée, basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire contempla sa nouvelle vie avec Alexandre. Ils préparèrent le dîner ensemble, partageaient leur journée, construisaient des projets communs. Une vie simple mais authentique, libérée des chaînes du passé. Pour la première fois depuis des années, Claire envisageait l'avenir avec confiance. Sa famille se reconstruisait lentement mais sûrement, et son bonheur personnel ne dépendait plus de leur approbation. Un an jour pour jour après cette soirée qui avait tout changé, Claire contemplait sa nouvelle maison avec un sourire paisible. Elle avait organisé un dîner familial, mais cette fois dans son propre foyer, selon ses propres règles. L'atmosphère était radicalement différente de ces réunions toxiques d'autrefois. Alexandre disposait les derniers couverts sur la table dressée avec soin. Il avait insisté pour préparer le repas, voulant impressionner la famille de Claire par ses talents culinaires cachés. Leurs gestes s'accordaient naturellement, fruit de ces mois de vie commune harmonieuse. « Tu es sûre que tu es prête pour cette soirée ?» demanda-t-il en l'enlaçant tendrement. « Plus que jamais », répondit Claire avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas auparavant. Sa mère arriva la première, tenant précautionneusement un petit écrin de velours rouge. Elle avait vieilli, mais ses traits s'étaient adoucis. Le stress permanent qui marquait son visage avait disparu, remplacé par une sérénité nouvelle née de l'acceptation de ses limites. Émilie la suivait de près, méconnaissable. Ses cheveux blonds naturels avaient retrouvé leur éclat, mais surtout son regard exprimait une maturité qui n'existait pas avant. Elle portait des vêtements simples, mais élégants, reflet de sa nouvelle situation financière stable. « Claire, je voulais te rendre ceci avant tout le reste », dit sa mère en lui tendant l'écrin. À l'intérieur se trouvait la bague de son arrière-grand-mère, le seul bijou qu'elle avait réussi à racheter au prêteur sur gage. Un geste symbolique qui représentait bien plus qu'un simple objet. « Maman, comment as-tu fait ? J'ai économisé pendant des mois. Cette bague te revient de droit. » Claire glissa la bague ancienne à son doigt, émue par ce geste de réconciliation authentique. Sa mère avait vraiment changé, apprenant enfin à donner sans attendre de contrepartie. Le repas se déroula dans une atmosphère détendue, ponctuée de rires sincères et de conversations vraies. Émilie raconta ses débuts difficiles dans son nouveau travail, ses efforts pour rembourser ses dettes, sa thérapie qui l'aidait à comprendre ses mécanismes destructeurs. « Tu sais, Claire, » confida-t-elle en la regardant droit dans les yeux, « cette crise m'a donné la leçon de vie la plus dure mais la plus nécessaire de mon existence. Sans ton courage, j'aurais continué à fuir mes responsabilités indéfiniment. » Ces mots touchèrent profondément Claire.
Sa sœur reconnaissait enfin l'impact positif de sa décision difficile. Sa mère prit la parole à son tour, évoquant avec humilité ses erreurs passées. Elle admettait avoir exploité la générosité de Claire, avoir créé ce système pervers qui les avait tous détruits. Ses excuses sonnaient injustes, dépourvues de manipulation. « Je suis fière de mes 2 filles », déclara-t-elle avec émotion. « Chacune à sa manière, vous avez trouvé votre voie. » Pour la première fois, sa mère exprimait une fierté égale envers ses 2 filles, sans comparaison blessante ni préférence affichée. Alexandre observait cette réconciliation avec un sourire attendri. Il avait accompagné Claire dans cette reconstruction familiale douloureuse, témoin de sa force exceptionnelle face à l'adversité. Après le dessert, il se leva solennellement et prit la main de Claire. Son geste attira l'attention de toute la tablée. « Claire, cette année passée avec toi m'a montré ce que signifie vraiment l'amour. Pas la passion aveugle, mais cette complicité profonde construite sur la vérité et le respect mutuel. » Il sortit un écrin de sa poche, sous les regards ébahis de la famille. « Veux-tu devenir ma femme ?» Claire contempla cet homme exceptionnel qui avait su l'aimer dans ses moments les plus sombres, qui avait respecté ses choix même quand ils étaient difficiles à comprendre. « Oui, Alexandre, de tout mon cœur. » Émilie applaudit avec enthousiasme tandis que sa mère pleurait de joie. Ses larmes n'avaient de rien à voir avec ses anciennes manipulations émotionnelles. C'était l'émotion pure d'une mère qui voyait enfin sa fille accéder au bonheur qu'elle méritait. En contemplant sa famille réunie autour de cette table, Claire réalisait l'ampleur du chemin parcouru. Elle n'était plus la pourvoyeuse invisible et exploitée d'autrefois. Elle était devenue une femme épanouie qui avait appris à s'aimer, à poser des limites saines, à exiger le respect qu'elle méritait. Sa décision douloureuse d'il y a 1 an avait provoqué un séisme familial. Mais de ces ruines avait émergé quelque chose de plus beau. Des relations authentiques, basées sur l'amour véritable plutôt que sur l'intérêt. Claire glissa la bague de fiançailles à son doigt, près de celle de son arrière-grand-mère. 2 bijoux qui symbolisaient parfaitement sa nouvelle vie, l'héritage du passé réconcilié avec la promesse de l'avenir. Elle avait enfin trouvé sa place, non plus comme la fille dévouée jusqu'à l'épuisement, mais comme une femme libre qui avait choisi son bonheur sans sacrifier son cœur.